Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. À la une de cette édition, la page économique. Madagascar a pu déposer à temps son dossier relatif à la demande d'extension de la surface de ses fonds marins à New York. Le chef de gouvernement, le général Albert Camille-Vital, s'est chargé de cette mission. Cette extension présente d'énormes potentialités pour la Grande Île en matière d'exploitation de pétrole et de gaz. Si la Grande Île obtient gain de cause, elle verra sa superficie tripler. Les détails dans ce reportage de Nkazarkut Manatsu. La Convention sur le droit de la mer existe depuis 1983 et elle a été ratifiée par Madagascar en septembre 2001. La Grande Île disposait alors de 10 ans jusqu'au mois de septembre 2011 pour déposer sa demande. Il a fallu l'avènement du régime de transition à quelques mois de l'expiration de ce délai pour faire les démarches nécessaires et déposer la demande au mois d'avril de cette année. Le dossier a été présenté à New York le 24 août dernier par le Premier ministre Camille-Vital, qui a été accompagné par la ministre des Affaires étrangères Yvette Silla, le ministre des Mines et Hydrocarbures Mamra Malal, ainsi que quelques techniciens et experts. Devant un journaliste de la BBC, le chef du gouvernement déclare la réussite d'une mission bien accomplie. Une chose qui est sûre, nous ne sommes pas déplacés pour rien. L'entretien que nous avons eu avec la commission du plateau continental a été vraiment positif. Les techniciens qui ont exposé les dossiers ont bien assumé leurs tâches. À titre de rappel, le projet d'extension permettrait au pays d'augmenter de 860 900 km² la surface de ses fonds marins. Avec une superficie de 592 000 km², la Grande Île aura donc une surface triplée au cas où l'on obtient gain de cause. Ce changement lui permettrait de profiter à titre exclusif de l'exploration et de l'exploitation des ressources sous-marines et sous-sol. Cette extension permettra également un intérêt économique énorme avec les réserves pétrolières qui sont estimées à 1,23 milliard de tonnes et des gaz naturels à 650 milliards mètres cubes. Si auparavant, il a fallu pas moins de 18 heures pour effectuer le trajet Antananarive-Mourdav le long de la RN35, aujourd'hui cela peut se faire en 13 heures en plus des arrêts incessants à cause des barrages des forces de l'ordre et des pauses. Cette route nationale est depuis 2010 réhabilitée par l'État. Les travaux continuent encore actuellement. C'est un reportage de Marna Tunjaf. À 660 km d'Antananarive, le trajet Antananarive-Mourdav se fait désormais en 13 heures, incluant les petites pauses ainsi que les barrages, afin d'établir la sécurité routière si cela nécessite une journée et demie auparavant. En effet, depuis l'an 2000, cette route nationale numéro 35 a fait récriminer la population interne ainsi que les vacanciers. Depuis, Mourdav ne figurait plus parmi les destinations locales. Sur ce, vers la mi-2010, une réhabilitation ont été réalisées dans le but de rendre la ville plus accessible. Actuellement, ils sont encore en œuvre. Les avantages ne sont uniquement perçus que par les utilisateurs de la route, tels que les chauffeurs. Les hôtelleries ainsi que les artisans en bénéficient tous. Et même si la route ne sera achevée que vers la fin de cette année, selon ce directeur de l'Office régional du tourisme, l'arrivée des touristes étrangers et nationaux sont de plus en plus nombreux. À part la route nationale, les routes desservant la ville ont été aussi réhabilitées. Dans la page politique, la délégation de la Troïka qui sera prochainement dans nos murs essaiera d'imposer au parti malgache la feuille de route amendée à Santon d'après Fetson Rakut Engineering. Une situation qui va générer encore plus d'incompréhension dans le microcosme politique malgache et qui ne va pas faciliter la recherche de solutions à la crise actuelle. C'est un reportage de Nkazarkut Manatsu. Déterminer la date de la signature de la feuille de route pour le 16 septembre est une chose. Se mettre d'accord sur le contenu ou sur l'amendement apporté par la SADC dans cette feuille de route en est une autre, selon Fetsan Rakoutanjianijin. Cet ancien bras droit de Marc Ravelman suggère de mettre en œuvre sa politique de médiation qui constitue de réunir toutes les entités politiques malgaches pour trouver un compromis sur le contenu et l'application de la feuille de route amendée de Santon avant que la mission de Troïka arrive dans nos murs. Je ne peux être que favorable pour la signature de la feuille de route à amender pour le 16 septembre parce que la crise politique doit cesser. Mais encore faut-il que tous les acteurs politiques prévus pour signer cette feuille de route y participent.
La mission de la Troïka arrive à point nommé parce que Madagascar a besoin en ce moment d'un arbitrage de la communauté internationale. Parce que la médiation a été, je dirais, la mission de la médiation a été terminée le 12 juin à Sandton. Il restait donc à la partie malgache de mettre en œuvre ces décisions de Sandton. Mais comme nous sommes incapables de trouver le meilleur moyen de mettre en application et mettre en œuvre les décisions de Sandton, voilà aujourd'hui la Troïka qui s'annonce pour arbitrer et pour apporter sa vision et je dirais la manière donc d'appliquer ces décisions et ils vont nous l'imposer. Bien sûr, Madagascar va soulever le principe de souveraineté, mais comme le peuple a trop souffert, on ne peut plus donc attendre indéfiniment. La meilleure solution, c'est que d'ici le 16 septembre, les 11 forces politiques appelées à signer la feuille de route arriveront donc à un modus operandi de manière à ce qu'on puisse donc mettre en œuvre les décisions de Sandton et qu'ils arrivent donc à s'entendre entre eux pour éviter, bien entendu, je dirais, la version imposée par la communauté internationale. Dans le domaine de l'éducation, le service du baccalauréat pour l'ex-province Saint-Antananarivo est actuellement en pleine phase de vérification des notes. Ce n'est qu'après que l'équipe en charge de cette tâche pourra passer à la délibération. Pour cette année, la note délibératoire est fixée à 9,75 sur 20. Pour le moment, aucune date précise n'est avancée par l'Office du bac pour la sortie des résultats officiels de ce troisième et dernier examen officiel pour cette année scolaire 2010-2011. Anna Muriel. Les responsables au niveau du service du baccalauréat dans la circonscription d'Antananarivo ont souligné que seuls les résultats affichés auprès des centres d'examen sont les résultats officiels. Ils ont affirmé qu'ils ne sont pas responsables de la fiabilité de la liste établie par les autres outils médiatiques habituellement utilisés dans la proclamation des résultats lors des examens officiels de ce genre. Il faut savoir que le résultat officiel, c'est le résultat affiché par le service du baccalauréat. Concernant les autres résultats qui paraissent dans les médias, par exemple dans les journaux ou bien par SMS, ce sont des résultats qui sont transmis donc à ces opérateurs-là et tout dépend donc de leur façon de transmettre le résultat. Actuellement, l'on est en pleine phase de vérification des notes. Cette vérification se fait en 3 étapes bien distinctes. Une équipe se charge de la transcription des notes inscrites dans la copie et celles enregistrées dans l'ordinateur. Une seconde équipe, issue de la présidence de l'université d'Antananarivo, réalise une confrontation. Et en dernier lieu, une équipe issue du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par voie d'échantillonnage, procède à un dernier contrôle. En résumé, tant que les vérificateurs ne sont pas satisfaits, l'on ne pourra pas entrer dans la phase de délibération. En ce qui concerne la note délibératoire, cette année, elle a été fixée à 9,75 sur 20. Nous sommes arrivés maintenant à la dernière étape du traitement des copies des candidats, à savoir la vérification des notes obtenues par chaque candidat. Une équipe provenant de la présidence de l'université d'Antananarivo s'occupe maintenant à vérifier les notes qui se trouvent sur les copies de chaque candidat, si ces notes-là correspondent aux notes saisies dans l'ordinateur. Une fois cette vérification terminée, on peut passer maintenant au calcul statistique pour permettre de faire la séance de délibération et après procéder à la publication des résultats. En ce jour, nous ne pouvons pas encore dire quelle est la date de la délibération parce que tout dépend donc des travaux effectués par l'équipe qui fait la vérification. Les résultats sont proclamés le lendemain de la délibération. Selon le calendrier préétabli, les responsables ont souligné que les résultats devront être proclamés d'ici la fin de cette semaine. Toutefois, il appartient à la présidence de l'université de fixer la date de délibération.
Et toujours dans le domaine de l'enseignement, les élèves suivant le régime d'enseignement français ont déjà repris les cours depuis vendredi dernier au sein de l'école Le Petit-Nid. Ces élèves préparent notamment le brevet et le baccalauréat français. Pour les autres élèves éduqués avec le programme scolaire malgache, ils ont encore moins d'un mois devant eux pour profiter de ces grandes vacances. Reportage. Les vacances à peine entamées pour certains élèves, la rentrée a déjà pointé le bout de son nez pour les élèves suivant le régime d'enseignement français. Comme pour les élèves de l'école Petit-Nid, dont la plupart espèrent décrocher cette année les diplômes de brevet ou de baccalauréat français. La rentrée a été fixée par l'école vendredi dernier. Selon les explications fournies par ce premier responsable du Petit-Nid, des efforts ont été fournis dans la préparation de cette nouvelle rentrée scolaire, notamment dans la préparation pédagogique et matérielle, afin de mieux offrir la meilleure éducation qui soit à ces élèves ayant choisi d'étudier dans cette école de renom. L'école a donc enrichi sa bibliothèque de nouveaux livres mis à la disposition des élèves, sans oublier également les matériels informatiques. Quant aux élèves suivant le programme scolaire malgache, ils ne reprendront les cours que le 7 octobre prochain. Ces élèves ont ainsi moins d'un mois pour profiter encore de ces vacances scolaires. À l'étranger, un nouveau scandale fait la une des nouvelles en Haïti. Des casques bleus uruguayens sont accusés de viol. Ils ont été démasqués par une vidéo sur Internet. TV5 Monde. Voici quelques secondes de la vidéo à l'origine du scandale. On y voit un jeune haïtien de 18 ans être victime de sévices sexuels de la part de 4 casques bleus uruguayens. Ces images, diffusées sur Internet, ont choqué la population haïtienne, mais aussi les hautes instances de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies en Haïti. La MINUSTAH a été saisie par ces allégations. Elle a aussitôt diligenté une enquête interne afin que la lumière soit faite sur ce qui pourrait être une violation grave de son code de conduite, d'éthique et de ses règlements internes. Le ministère uruguayen de la Défense a mis les 4 soldats aux arrêts. Le chef de leur bataillon a été démis de ses fonctions. Conformément aux règles des Nations Unies, ces hommes devraient être jugés par le tribunal militaire de leur pays. L'ONU veut en faire un exemple. Toute allégation de mauvaise conduite est prise avec le plus grand sérieux et fait l'objet d'une enquête approfondie afin que, si ces allégations sont confirmées, les auteurs de ces actes soient traduits devant la justice et les sanctions appropriées soient prises. Les rapports entre la population haïtienne et les casques bleus sont parfois tendus. Des tensions qui avaient atteint leur paroxysme en octobre, lorsque les soldats népalais avaient déversé des eaux usées dans une rivière, accentuant un peu plus l'épidémie de choléra qui touche l'île. Après ce nouveau scandale, les Nations Unies tentent de jouer l'apaisement. Pour elles, l'agissement d'une poignée d'hommes ne doit pas nuire aux milliers de casques bleus qui œuvrent chaque jour à la reconstruction d'un pays toujours meurtri par le séisme de janvier 2010. La traque du colonel Kadhafi se poursuit. Un convoi de véhicules blindés a été aperçu au nord du Niger hier. Cela suscite bien des questions. Certains pensent même que l'ancien guide libyen pourrait s'y trouver, d'autant plus que dimanche, des proches de l'ancien chef d'État libyen sont déjà arrivés en territoire nigérien. Plus de détails dans ce reportage de la TV5 Monde. La présence de Kadhafi ou de l'un de ses fils au sein de ce convoi, plusieurs témoins affirment aussi y avoir vu plusieurs proches du colonel libyen, une version des faits partagée par les insurgés. Je pense que ces informations sont exactes, car vu la géographie de cette zone, c'est l'un des rares endroits où il peut aller. Nous espérons qu'il sera arrêté, et s'il a traversé la frontière avec le Niger, nous sommes désolés pour les Nigériens. Mais pour l'heure, peu d'informations, seule certitude, Mouammar Kadhafi court toujours. Selon son porte-parole, le guide libyen n'aurait pas quitté son pays. Le colonel Mouammar Kadhafi est en excellente santé, il a un bon moral. C'est un homme qui croit en Dieu, il est présent et il est dans un lieu où il ne peut pas être trouvé par ces groupes factieux. Il est en Libye. À Bani Walid, les insurgés libyens attendent toujours les ordres du CNT, attaquer Bani Walid ou prolonger l'ultimatum jusqu'à samedi pour obtenir la reddition de la ville sans combat. Mais pour le moment, à Bani Walid, la plus grosse inquiétude du CNT concerne les civils. Ils seraient utilisés comme des boucliers humains par les hommes de Kadhafi. Entre 60 et 80 hommes armés selon les rebelles, dont certains se cacheraient dans des familles de la ville. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme. Au revoir.